membre du CA du Credo, et j'en suis très fière. Et la 6e conférence va porter, comme vous le savez, sur l'importance des infrastructures dans la lutte au changement climatique. Pour ceux qui en sont à leur première conférence, ben, vous avez manqué 5, c'est pas mal bon. Mais le Credo, qu'est-ce que le Credo? En fait, il y a 16 conseils régionaux à l'échelle du Québec qui œuvrent pour la protection de l'environnement. Le Credo donc au niveau régional pour la protection de l'environnement et la promotion du développement durable. Pour ce faire, le Credo travaille donc avec les élus, les organismes et les citoyens de la région de l'Outaouais. Sans plus tarder, j'aimerais remercier et surtout souligner la présence des invités de Marc ce soir. On a ici Greg Fergus, qui est le député d'Oliver. Je vais prononcer le mot d'ouverture. On a Will Amos qui arrive incessamment. Son avion a été retardé. Et Will Amos, si vous ne le savez pas, c'est mon député, le député de Pontiac. Et je pense qu'on a le maire de l'Ange-Gardien, M. Robert Boulet, qui n'est pas arrivé, il devrait être sur le point d'arriver. Et on a notre président au Credo, M. Marc Bureau. Donc, d'abord, j'aimerais céder la parole à Jeff Westanda, qui est le cofondateur de Windmills. Bonsoir tout le monde, bienvenue chez CDB. C'est vraiment un plaisir d'accueillir Credo ici avec nous. C'est une organisation qui partage notre vision d'améliorer la planète. Maintenant, nous sommes au milieu de le cœur de la vieille ville de Hull, au milieu de le cœur de centre-ville d'Ottawa. Et on veut créer la communauté le plus durable dans toute la monde, ici, en Gatineau et Ottawa. Et c'est avec l'aide des organisations comme Credo, comme Ecology Ottawa, comme Ottawa Riverkeeper, qui nous aident de penser c'est quoi toutes les choses qu'on peut faire ici pour démontrer à le reste de la monde qu'est-ce qu'on peut faire comme Québécois, qu'est-ce qu'on peut faire comme Canada, pour créer des communautés magnifiques. Alors, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir pour ce 6e événement de Credo et je vous souhaite une bonne soirée. Donc, merci M. Westanda et surtout merci de nous avoir accueillis pour cette série de conférences. C'est très apprécié. Donc, sans plus tarder, j'aimerais présenter le député d'Oliver, M. Greg Fergus. Heureusement, je ne porte pas des talons hauts aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est une scoop pour les médias. Bon. J'aimerais saluer mon collègue le député de Pontiac qui va arriver bientôt, William Amos. Benoît Delage, cette directeur général extraordinaire du Credo et toute son équipe. Messieurs les conférenciers, messieurs les conférenciers, attention, on est en 2016, la prochaine fois, peut-être on devrait avoir invité quelques femmes, mais je m'égare. Surtout, chères citoyennes et chers citoyens, bonsoir et merci d'être ici. Ces débats sont très importants. Se réunir pour discuter des enjeux de notre communauté est au cœur de ma vision en tant que député. Le thème de ce soir, des infrastructures, est central pour moi. Le transport collectif est un enjeu primordial car toute notre qualité de vie en dépend. Comme plusieurs d'entre vous, je prends l'autobus chaque jour depuis des décennies. Comme vous le savez comme moi, à Hull-Elmer, tout n'est pas rose au niveau du transport en commun. Un système de transport collectif efficace réduit les temps de déplacement et c'est l'épine dorsale d'un développement humain plus dense. Et surtout, ça permet de revitaliser l'économie locale des quartiers. Vers l'est, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Le rallybus prend du galon.
Mais il faut le continuer au boulevard Lorrain, sinon à l'aéroport. Vers le nord de la ville, le système des Transcollines est un bon début. À l'ouest, dans les secteurs de Hull et Aylmer, la population explose et les infrastructures de transport collectif ne suivent pas. Le résultat, les trajets en auto et en autobus sont toujours plus longs. Je veux saluer le travail de la STO. Elle complète en ce moment ses études d'opportunité. D'après ce qu'on nous dit, les consultations publiques commenceront dans les prochaines semaines. Ce soir, j'aimerais vous proposer une solution novatrice pour le transport à l'ouest de Gatineau. Moi, je crois fermement que Gatineau mérite un système de transport en commun moderne, efficace et adapté aux besoins d'une ville d'importance. Elle ne mérite pas des demi-mesures et des compromis. Si on veut du transport efficace à Aylmer, qui profitera à beaucoup d'usagers, qui sera fiable et rapide et qui valorisera les développements commerciaux et les quartiers existants, il faut passer par le chemin d'Aylmer. Nous savons tous que c'est impossible d'ajouter les voies pour un rapidbus sur le chemin d'Aylmer. C'est trop étroit. Vous vous demandez pourquoi pas emprunter des arrêtés alors? Ma réponse est simple. C'est une route faite pour les autos. C'est un trajet plus long pour tous, même ceux qui vivent près des allumetières. C'est une route qui menace de freiner le développement des pôles économiques existants comme la rue principale à Aylmer et le futur cœur du plateau, au lieu de les renforcer. Depuis les années 90, plusieurs disent qu'un système de transport sur rail devrait attendre car l'achalandage n'est pas encore suffisant. Le rapidbus était présenté comme une technologie de transition. Mais les chiffres sont là. L'achalandage par kilomètre sur le chemin d'Aylmer nous place au 15e rang des 35 villes les plus grandes en Amérique du Nord. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire que le climat favorable à des projets de transport collectif ambitieux, c'est maintenant. Il y a une volonté du gouvernement fédéral de faire des partenariats avec tous les paliers du gouvernement pour développer les infrastructures. Dans le budget 2016 déposé en mars, le gouvernement met en œuvre un plan historique prévoyant d'investir plus de 120 milliards de dollars. Je le répète, 120 milliards de dollars sur 10 ans dans l'infrastructure. Il y a une volonté du Québec d'investir dans des projets de transport électrifiés. Il y a également un mouvement au niveau municipal vers une ville plus verte, plus dense et moins congestionnée. Le contexte est donc propice pour donner une réponse novatrice et durable à un besoin criant pour une infrastructure de transport collectif rapide à Hull-Aylmer. Avant de continuer, j'aimerais clarifier une chose. Je suis député fédéral, pas urbaniste, ou ingénieur, ou conseiller en mobilité. Ce n'est pas moi qui va tracer les lignes ou établir le budget pour un projet de transport en commun dans notre région. Je ne suis non plus un conseiller municipal, maire, ou membre d'un conseil d'administration de la STO. Mais je suis un leader de ma communauté. J'ai été élu pour écouter, proposer et exprimer des idées et des solutions aux enjeux à ma communauté. En plus, comme le répète souvent ma famille, je n'ai pas la langue dans ma poche, alors ça ne va pas m'empêcher d'exprimer mon point de vue. Je veux profiter de cette tribune ce soir pour faire une annonce, faire mon coming out, comme on dit en français. Mon choix est fait. Je suis convaincu que la meilleure solution de transport collectif pour notre région est un tramway moderne vers l'ouest, arrimé avec le système d'Ottawa.
circulation mixte comme à Toronto, ni un système de métro dit train léger comme à Ottawa, mais un nouveau tramway, comme on en trouve à Montpellier, à Oslo, à Portland, et qui arrivera bientôt dans d'autres villes canadiennes comme Hamilton, Kitchener-Waterloo et Mississauga. Un système flexible, rapide, attrayant et bien adapté aux besoins présents et futurs de notre vie. Un système moderne qui pourra s'implanter en harmonie sur l'axe du chemin d'Elmer avec un embranchement pour desservir le cœur du plateau. Un système électrique et silencieux qui va réduire la congestion. Une ligne rapide et directe qui pourra revitaliser et développer l'économie locale d'Elmer, du plateau et du centre-ville de Hull. Un système qui aura la capacité d'assurer la croissance de notre ville en réduisant le temps de déplacement. Un tramway moderne vers l'ouest arrivé avec le système d'Ottawa. Voici ma proposition. Bien que je n'ai pas la langue dans ma poche, je ne veux pas remplacer les acteurs principaux des transports à Hull, les spécialistes, la municipalité, la STO et certainement le gouvernement du Québec. Mais je tenais ce soir à mettre cette idée sur la table. Je vous donne dès maintenant rendez-vous l'automne prochain à un de mes forums de députés pour en discuter et en débattre. Si cette idée obtient l'appui que je souhaite, la prochaine étape sera d'encourager la STO à en faire l'évaluation rapidement. Je crois que d'ici la fin de 2017, nous devrions avoir un plan à présenter au fédéral. J'ai déjà eu des discussions avec plusieurs intervenants clés, dont M. Carpentier, président de la STO. Il est déjà en action et nous avancerons ensemble. Pour conclure, nous avons tous les ingrédients pour réussir. Notre ville a besoin d'infrastructures. Notre ville est prête pour ces infrastructures. Nous avons des gouvernements qui sont prêts à investir dans ces infrastructures. Nous avons le potentiel et nous avons l'opportunité de transformer notre ville. Mais ça prend un plan si on veut prendre avantage des fonds disponibles. Et je vous assure une chose. Si cet argent ne va pas à Gatineau, croyez-moi, il ira ailleurs. Mesdames et messieurs, ne ratons pas notre chance de positionner notre région au cœur du développement et des investissements en infrastructure annoncés par Québec et par Ottawa. Agissons maintenant pour réaliser un projet de transport collectif novateur à la hauteur de nos rêves et de nos ambitions. Mesdames et messieurs, voyons grand. Merci beaucoup. Je me permets de prendre immédiatement le micro. Je me sens petit après une grande annonce comme ça. Présence de moi de là, je suis le directeur du Credo. Je voulais vraiment souligner, féliciter, en fait, ça c'est une grande preuve de leadership, une vision. Enfin, une vision, quelque chose qu'on peut poursuivre collectivement. Une grande preuve de leadership. Merci de partager avec nous ce soir. Un peu de partager avec la Chambre de commerce ou d'autres instances, mais le faire avec nous ce soir, les grands leaders de l'environnement, parce que c'est nous qui portons souvent, très souvent, le message de l'environnement dans la région. C'est une preuve de confiance. Merci. Attention, on le sait, on va nous dire qu'on ne mérite pas un train léger. On va nous dire que c'est trop petit Gatineau. En 1960, quand le maire Drapeau a gagné ses élections, il avait promis un métro. Et on avait dit que Montréal, c'était trop petit pour un métro. En 67, en ce temps-là, en 6 ans, 6 ans plus tard, le métro ouvrait. Oui, il ne pensait pas à tête. Il ouvrait le métro. 6 ans plus tard.
Et là, aujourd'hui, je pense pas qu'une seule personne peut dire que le métro n'a pas sa valeur à Montréal. C'est pas un moteur économique. Merci. Je demanderai à Christine de poursuivre. Merci. Donc, sans plus tarder sur cet élan de bonnes nouvelles, j'aimerais présenter notre premier conférencier, Félix Gravel. M. Gravel détient un bac, même Benoît, c'est grand, en urbanisme et une maîtrise en études urbaines de l'UQAM. Il a mené plusieurs activités de recherche lors de ses études, ce qui lui a valu plusieurs distinctions, dont le prix Mérite étudiant de l'Ordre des urbanistes du Québec. Il a travaillé en urbanisme dans plusieurs arrondissements de la ville de Montréal, notamment sur les plans locaux de déplacement et la révision des règlements en matière de verdissement et de stationnement. Responsable de campagnes de verdissement et de stationnement, responsable des campagnes de transport GES et aménagement du territoire au Conseil régional de l'environnement de Montréal, donc l'équivalent de Trudeau, mais à Montréal, Félix collabore avec les élus et les fonctionnaires afin de mieux gérer le stationnement et offrir des mobilités intégrées. Comme porte-parole de l'Alliance Transit pour le financement des transports collectifs au Québec, ça tombe bien. Il possède une très bonne connaissance des mécanismes de financement du transport collectif au Québec. Le conférencier est aussi porte-parole et cofondateur de l'organisme Piétons Québec, qui vise à transformer les environnements urbains, réglementaires et culturels afin d'améliorer la sécurité et le confort de toutes les personnes se déplaçant à pied. À vous, M. Gravel. Alors merci. Ce que j'ai entendu m'a déjà galvanisé. D'avoir des élus qui sont capables de dire que pour penser grand, ça prend le transport collectif, ça change le débat. Plutôt que de dire que le transport collectif est une dépense parce qu'on regarde à trop court terme, on peut voir ça comme un investissement pour tout le monde et pour, vous l'avez dit, c'est l'épine dorsale de nos milieux de vie. Alors je vais passer assez rapidement. Le Conseil régional de l'environnement de Montréal essaye de faire un peu comme le Credo. Et les conférences que j'ai pu suivre du Credo sont très impressionnantes dans la mesure où comment on peut amener les enjeux environnementaux à percoler dans le débat public et de manière transversale. Et c'est un peu ce qu'on fait aussi à Montréal. On a produit divers documents au CRE Montréal, donc en plus des conférences qu'on organise, des documents d'aide à la décision. Ici, un guide sur le stationnement, où vous trouverez beaucoup d'exemples pour mieux gérer le stationnement au Québec. On organise aussi le parking de Montréal, beaucoup d'autres activités, mais qui visent toujours à réinventer la ville. Petite mise en contexte, on est dans une nouvelle ère, celle de l'anthropocène. Au niveau géologique, ça veut dire que l'humain est le principal facteur conditionnant la planète. Et ceci ne doit pas nous accabler, doit au contraire nous responsabiliser. Donc pour moi, et pour nous aussi, qui nous préoccupons de l'environnement, c'est la période où on peut se dire, ok, on prend nos responsabilités, quels gestes on va poser. Et vous voyez, le Québec, on parle de réchauffement climatique, ça peut aussi être synonyme de refroidissement, ça c'était l'hiver passé, pas celui-ci. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à imaginer ce que ça va pouvoir dire pour nos infrastructures et pour les villes en général. Alors, en fait, on a géré nos infrastructures par l'abondance. Jusqu'à présent, on s'est dit, en ajoutant toujours plus de place pour nos autoroutes et nos routes, on va se développer, puis ça va nous permettre d'être plus fluide. C'est un système qui montre ses limites aujourd'hui, avec une congestion récurrente, une pollution exacerbée. Ici, vous avez l'autoroute 110, si ma mémoire est bonne, en Chine. Ils ont suivi notre modèle, on leur a vendu un modèle de développement axé sur la voiture, alors que les sociétés asiatiques étaient très axées sur le transport actif. Vous voyez l'échec, la congestion a duré 8 jours. Pendant 8 jours, il y a des gens qui sont de passer du début à la fin, ça a pris 8 jours. Il y a une économie locale qui s'est créée dans cet embouteillage. Alors, on vendait de la nourriture, évidemment, il fallait se nourrir des fois. Mais ça vous montre que l'abondance, ça a ses limites. C'est comme de dire, d'agrandir sa ceinture toujours pour faire face à un problème de poids, ça ne marche pas. Donc là, c'est pareil. Donc, soyons plus sobres, soyons plus intelligents.
C'est un peu pareil pour le stationnement. Alors le CRO Montréal est pour les stationnements hors rue, étagés ou souterrains, parce qu'ils permettent de gagner de l'espace sur rue. En revanche, il ne faut pas voir le stationnement là aussi comme une ressource illimitée qu'on va devoir ajouter à profusion. À gauche, vous aviez des projets fous là, de faire des stationnements étagés aussi haut que la Tour Eiffel. Alors, on irait là pour se stationner. C'est quand même ce qui a été fait un peu si on regarde à Chicago en haut, les tours à droite. Puis plus bas, un exemple new-yorkais qui a inspiré beaucoup le Mercodère à Montréal. Nous, on est pour ce genre de stationnement, sauf qu'il faut savoir que ça peut être entre 20 et 30 000 $ la case, et que si c'est à nos administrations publiques de les payer, ça va tous nous coûter très cher. Et ce que ça risque de faire, c'est nous rendre aussi dépendants de l'automobile si on ne sait pas compter. Donc cette dépendance à l'automobile, c'est un gâchis de l'espace. Pourquoi? Vous voyez l'illustration en haut à droite, c'est en fait les normes d'urbanisme exigent un certain nombre de cases par mètre carré, mais sans regarder les espaces autour. Donc on va demander en gros 3 cases de stationnement par 100 mètres carrés de bureau, 2 espaces de stationnement par logement. Donc ça fait que dans la ville, il y a entre 3 et 5 cases de stationnement qui nous attendent pour nous aller au commerce et ailleurs. Et ça, c'est un grand gâchis de sol. J'entendais quelqu'un de la Banque nationale dire à la Chambre de commerce de Montréal, c'est un cimetière de valeur. Un cimetière de valeur d'utilisation du sol. Alors oui, au stationnement, mais il faut regarder combien ça coûte. Et puis voir, quand c'est gratuit, ça a certains impacts. En orange, vous avez ici, c'est une étude franco-suisse qui avait été faite qui montrait, lorsque le stationnement est gratuit, vous avez ce qui est représenté en bleu, c'est-à-dire une utilisation de l'automobile de plus de 90% des gens qui allaient au travail en auto parce que leur stationnement est gratuit sur le lieu d'emploi. À gauche, vous avez en orange, excusez-moi, lorsque les employeurs mettaient une certaine tarification, alors on parle de prendre conscience que ça a un coût et de faire une certaine tarification, eh bien on arrivait à des proportions toujours inférieures à 50%. Ça a fait dire au ministère des Transports du Québec que c'est le principal incitatif à l'utilisation de l'automobile, le stationnement et sa gratuité. Alors, aux États-Unis, en Californie, ils ont décidé de mettre en place le parking cash-out qui vise à faire en sorte que on paye lorsqu'on a un stationnement. Et au Québec, en fait, on est censé déclarer comme un avantage imposable lorsqu'on a un stationnement sur le lieu d'emploi. Personne ne le fait. Et l'État se prive d'à peu près 4 milliards pour être investi justement en transport collectif. Ça, c'est une démonstration qu'on a faite au printemps dernier lors des semaines de la mobilité. Et puis, c'était pour représenter cette utilisation du sol qui est aussi un gaspillage. Les gens se déplaçant en autopartage, à pied ou en autobus et en vélo prennent beaucoup moins de place. Donc là, c'est 50 personnes illustrées selon différents modes de transport. J'ai sorti récemment les chiffres de l'augmentation du parc automobile qui grandit 2 fois plus vite que la population. C'est le principal source d'augmentation de nos GES, on le sait. Et qu'est-ce que ça vient d'où aussi? Dans les 5 dernières années, plus 15% à peu près d'augmentation des VUS et pick-up. Montréal et Québec sont les 2 villes qui ont le plus d'augmentation de pick-up. On parle de 19% à Montréal, en ville. Puis à Québec, on est autour de 16%. Donc pour vous dire aussi que les avancées technologiques jusqu'à présent ont été un peu gâchées en termes... parce que les véhicules sont plus performants, la reconnaissons-le, mais on a un peu perdu les gains technologiques liés à la réduction de l'énergie nécessaire pour faire rouler ces véhicules. Je vais passer à peu près rapidement, mais ça, c'est des chiffres. Nos objectifs, il faut rappeler, c'est 20% de réduction des GES d'ici 2020 sous le niveau de 90, et d'ici 2030, c'est jusqu'à 37,5% de réduction. Ce que ça prendrait, là, c'est retrancher 11 mégatonnes d'ici 2020. Les objectifs sont considérables, et en fait, on est quasiment pas capable de les atteindre à la tendance qu'on suit, surtout celle que je viens de vous montrer de motorisation des VUS. Et vous avez aussi les chiffres là qui le démontrent. Pour 3 millions d'automobiles sur le parc et 2 millions à peu près de camions légers, c'est considérable. Puis c'est ça qu'il va falloir réduire si on veut à un moment donné que ça change. Alors une petite phrase aussi, on ne résout pas les problèmes avec les mêmes modes de pensée qui les ont engendrés. Alors c'est sûr, si on continue à vouloir des autoroutes toujours plus grandes, plus de stationnement, ça va créer toujours le même problème. Il faut peut-être se poser la question différemment.
Juste pour donner des chiffres comme ça, le fonds vert, c'est 3,3 milliards qui sont disponibles pour toutes sortes de projets en environnement. Les 2 tiers seront en transport collectif, donc 2,2 milliards. Juste vous dire, l'échangeur Turco à Montréal, c'est 4 milliards à reconstruire. L'A 19, on est à 650 millions de $. Donc vous voyez, les coûts des infrastructures routières sont ce qui nous ont endettés, selon moi, le plus dans les dernières années, dans les dernières décennies. Et c'est cette utilisation de nos ressources qui ne marche pas. Donc changer de paradigme, l'auto va rester. C'est pas un discours anti-automobile, c'est de dire, peut-on remettre en question cette utilisation dont on a et arriver plus à des parts modales où la marche et le vélo représentent à peu près un tiers de nos déplacements, et aussi au niveau du transport collectif et de l'auto. Donc c'est de mieux répartir cette utilisation de l'automobile qui est plus autour de 85% actuellement, qui devrait être autour de 30 à 40% si on veut atteindre nos objectifs. Et on voit que l'impact GES est complètement différent et aussi lié à des kilomètres parcourus avec ces véhicules. 2 formes urbaines, à gauche Atlanta, à droite Barcelone. Atlanta, et c'est la même population qui ont été ressorties dans cette illustration-là, autour de 2,5 millions d'habitants. On a plus de 4280 km² pour ce qui est de la superficie d'Atlanta, et à droite, on a 162 km² à Barcelone. Les émissions de GES sont inférieures, donc par personne, les émissions de CO2, excusez-moi, à 0,7 tonnes par personne par année. On est à 7,5 tonnes de CO2 lorsqu'on est à Atlanta. La forme urbaine conditionne nos émissions de GES. On a parlé d'épine dorsale avec le transport collectif, et l'épine dorsale, ça nous permet de faire tout le reste, en fait, le transport collectif. D'avoir des milieux de vie compacts, d'avoir des gens qui sont plus à pied, à vélo, et d'avoir une vitalité commerciale. Qui peut dire que Barcelone ne fonctionne pas commercialement ? Qui peut dire que la qualité de vie est moindre à Barcelone? Alors lorsqu'on nous dit que c'est impossible de faire une ville qui est axée sur le transport collectif, qui est axée sur le vélo et la marche, et qui marche d'une manière dynamique commerciale, c'est possible. Un autre exemple à Copenhague, et ça prend des changements à long terme. Il ne faut pas croire que c'est impossible, que ça va être des efforts qui ne sont pas possibles à rattraper. Les pays scandinaves sont partis de là où on est en ce moment. Amsterdam, Copenhague, et de plus en plus de villes. Jeannette Chatikan, la responsable des transports de New York, a sorti son livre récemment, Street Fight, la bataille de la rue, et elle dit qu'il faut reconquérir la rue. Elle dit que c'est une bataille, il ne faut pas sous-estimer ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'elle a fait de Times Square. Là encore, la réussite commerciale est là. Là encore, si vous faites la rue pour les autos, vous avez des autos et du trafic. Si vous faites la rue pour les gens, vous avez de la dynamique commerciale et beaucoup de gens qui s'approprient les lieux. Donc les infrastructures piétonnes, les infrastructures pour les gens sont les infrastructures qu'on a le moins faites. Parce qu'on se disait c'est des infrastructures pour les pauvres, parce que les gens qui viennent dépenser sont des gens qui viennent en auto et pas autrement, ce qui est faux. Toutes les études commencent à montrer, l'étude de Smart North America, Traffic Ahead, montre que les gens à pied, en vélo, oui, achètent moins lors d'un achat, mais achètent plus au long terme à la somme de ces petits achats. On parle de parklettes pour ces terrasses qui prennent la place des stationnements. C'est né à San Francisco, ça se développe à Montréal. On a parlé de placotoir, parce qu'on aime aller placoter dans ces endroits. À Québec, on a parlé de stationnement pour piétons. En tout cas, il y a un vocabulaire incroyable. À Vancouver, ils parlent de récifs urbains. Ils ont un vocabulaire incroyable. C'est aussi l'occasion de repenser la ville, de mieux avoir des infrastructures faites pour les usagers à pied. Ici, des infrastructures vertes toutes simples, mais en respectant le code de la sécurité routière, qui est l'application de ne pas se stationner aux 5 mètres d'une intersection, a conduit à verdir les saillies. Verdir les saillies de trottoirs, ça a permis, d'avoir des piétons qui sont plus en sécurité, parce que l'automobiliste le voit mieux. L'automobiliste est content parce qu'il va moins écraser le piéton aussi. Non, mais on est tous piétons. À la minute qu'on stationne notre photo, donc on devient piéton. Donc je pense que ça fait plaisir aux autres automobilistes d'être plus sécuritaires dans leur déplacement. Aussi, il faut savoir que ces bassins filtrants, ces marais, permettent aussi de capter les particules fines en suspension. Donc, il y a l'écoulement des eaux de pluie et les particules fines en suspension. Il y a une grosse étude qui est sortie un matin qui montrait que nos villes sont démesurément polluées aussi. Donc ça, c'est des mesures pour capter la pollution. L'Alliance pour le financement du transport collectif demande 32% d'augmentation de services au Québec. Le plan de développement de transport collectif s'est arrêté en 2012. On n'a plus rien sur la table.
Alors on ne sait pas où on va au Québec, on n'a pas de plan. Ça veut dire que chaque année, on a des programmes qui sont répétés à peu près sur les mêmes montants, mais les sociétés de transport ont du mal à s'aligner, à avoir des projets. Et nous, on pense qu'en ayant des objectifs d'augmentation de l'offre de services, c'est ça qui va conditionner la réussite du transport collectif. Je vais passer à une petite section technologique, dans le sens que tous nos modes de transport vont être bouleversés par de nouvelles avancées, mais si on sait saisir ces occasions. Tout d'abord, il y a l'ouverture des données actuellement. Se servir de la connaissance de nos startups, de nos petites entreprises qui sont très innovantes, des données ouvertes. Les gouvernements doivent apprendre à être plus transparents, à libérer la donnée et aussi, lorsqu'ils la diffusent, de la sortir de manière intelligente. Ici, c'est une carte qu'on a lancée la semaine passée sur un projet, le plus grand projet de lutte aux îlots de chaleur urbain au Canada, le projet ILO, où on a à la fois des projets, des données ouvertes en termes de marchabilité des quartiers, de couvert végétal, d'accès au parc et au métro. Tout ça fait en sorte que ces données-là permettent d'avoir une intelligence collective pour analyser ce qu'on veut faire de la ville. Ici, vous avez la ville avec les véhicules électriques en haut, puis en bas, la ville avec les véhicules électriques en bas aussi. En fait, c'est les deux. Et ça, c'est si on ne fait rien pour changer le mode de pensée actuel que j'ai présenté tout à l'heure. L'électrification ne résoudra pas tout, et surtout pas la congestion. Par contre, il y a des occasions d'être plus innovants. À gauche, un stationnement traditionnel, il pourrait aussi avoir des panneaux solaires, comme ça se développe beaucoup. Il pourrait être plus souvent souterrain, étagé, il pourrait être plus verdi, et surtout, on pourrait avoir moins de véhicules si on les partageait mieux. Ici, c'est le parc automobile, parce qu'on parle souvent, j'ai rencontré des décideurs qui me disaient « Ouais, mais maintenant, il y a le véhicule électrique, on a résolu le problème de GES aux voitures. » Il y a 8500 véhicules électriques au Québec. Si on atteint 2% d'ici 2020, c'est déjà un exploit. Alors, on a besoin à court terme de sauver la planète, on ne peut pas tout attendre du véhicule électrique, même si c'est une solution. C'est très bien. Là encore, la vie sans les véhicules autonomes, et en bas, la vie avec les véhicules autonomes. Si on ne prévoit pas l'arrivée des véhicules autonomes, ce que ça va faire, c'est que les gens vont aller chercher une pinte de lait ou vont aller faire ramener l'auto chez eux automatiquement, ça va créer plus de congestion. Tandis que si on fait un vrai plan pour que ces véhicules autonomes soient aussi collectifs, partagés, électriques, on a beaucoup plus de chances pour changer le modèle. Mais on a du mal à imaginer ce que ça implique et donc à se projeter. À gauche, par exemple, c'était l'idée d'un véhicule autonome qui est un salon. Ça se développe. On travaille avec des gens qui étaient à Palo Alto, qui sont déplacés en véhicule autonome depuis les 5 dernières années, qui conseillent les gouvernements en Finlande, en Ontario et tout ça, et qui nous disent d'ici 2025, 2030, attendez-vous à ce que ça révolutionne la mobilité. Donc déployer les transports collectifs, c'est ça que ça prend. Et ça passe notamment par le covoiturage. Vous avez vu le parc automobile que j'ai présenté tout à l'heure, qui est grandissant, mais il y a un nombre de places occupées qui est à peu près de 2,8 places vides par jour par auto au Québec. Ça représente environ 10 millions de places libres par jour dans nos autos, plus que la population du Québec. Alors, on a eu un débat sur le covoiturage qui s'est tristement fini, il n'est pas fini, mais qui a été relancé ce matin par un dépôt de loi encadrant Uber. Uber s'est très mal comporté, a fait beaucoup de mal au covoiturage commercial. Il ne faut pas se priver de l'idée de mieux utiliser ces places libres dans les autos. Il va falloir trouver des vrais incitatifs. L'autopartage, pour ceux qui ont pris des véhicules en libre service à Montréal, qui sont servis d'économie-auto ou autre, c'est incroyable ce que ça a révolutionné la mobilité en ville. Communauto est un projet de doctorat à la base pour montrer qu'une auto est sous-utilisée et qu'on peut bien plus l'utiliser si on la partage à plusieurs. Ça permet de réduire l'utilisation de la voiture. Vous avez 6 personnes qui vont utiliser un véhicule quand ça aurait fait 6 autres véhicules d'habitude. Et Communauto est devenue une multinationale partout dans le monde, qui maintenant est sur le bord de se faire racheter tellement ça fonctionne. Mais... Le microtransit, pensez aussi plus flexible. Le transport collectif peut avoir des parcours plus flexibles, peut être de moyenne capacité, peut mieux desservir certains secteurs à différentes heures, les zones industrielles, les personnes âgées. Ici, vous avez l'exemple de Bridge qui est à Boston, c'est en train de fleurir aussi pour ce qui est de la Californie.
Service rapide par bus, vous connaissez très bien, mais vous êtes sevré à ça, alors c'est très bien en termes de déploiement, mais vous avez besoin d'un autre mode à Ottawa, Gatineau et elle, et c'est ce qui est en train de se passer avec le train léger, et on espère avec un tramway donc bientôt. Les trains légers, les annonces qui sont en cours partout au Canada nous donnent un vent d'optimisme incroyable, parce que ça montre que ça peut se faire vite, ça montre que c'est possible, puis il y a beaucoup d'acteurs qui s'impliquent pour ça, et c'est très encourageant. J'arrive à la conclusion. Il y a peu de plans qui permettent d'intégrer la façon métropolitaine de se déplacer. Donc déjà, si on était capable d'avoir une intégration des différentes sociétés de transport, des institutions de planification urbaine, ça aiderait beaucoup. Les objectifs drastiques sont très importants et ceux qu'on a vus tout à l'heure sont très importants, mais il n'y a pas assez de plans de match pour les suivre. La planification urbaine devrait être revue, surtout au niveau des normes de stationnement. C'est pas normal d'avoir des normes minimales. Ottawa est en train de les abolir, c'est très bien. Gatineau a été un exemple quand même avec les consultations et la réduction des normes minimales que vous avez faites. Et des choix d'investissement systématiques en fonction du mode de transport collectif et actif. Donc l'idée c'est d'aménager des milieux de vie denses, diversifier, prioriser le transport actif et collectif afin de réduire la dépendance à l'automobile. Si on ne fait pas les deux, développer le transport actif et collectif et avoir certains freins à l'utilisation de l'automobile qui soient tarifaires, qui soient de cesser d'investir pour l'accroissement, parce qu'on est pour l'investissement routier autoroutier lorsqu'il s'agit de maintenir nos infrastructures, mais pas d'en développer de nouvelles. Et des mesures concrètes, investir massivement et hausser les objectifs de développement, que ce soit dans le transport collectif et actif, en termes kilométriques, en termes de financement. Instaurer une taxe kilométrique sur le réseau routier supérieur, ça s'en vient. C'est sûr que d'ici 2020, justement, les véhicules autonomes, 2030, on va avoir une tarification kilométrique. Ça pourrait être sur les grands réseaux supérieurs. Notre réseau autoroutier au Québec représente à peu près 1% de nos routes et autoroutes, mais sont utilisées par 80% de l'utilisation de nos routes. Si on tarifait juste ça, on pourrait financer extrêmement bien le reste des transports, et c'est ce qu'ont fait Hong Kong, Tokyo, des villes allemandes, françaises, qui sont dotées de vrais réseaux de transport grâce à ça. Le parking Cachard, le ministère du Transport du Québec s'y penche de plus en plus, je pense que ça s'en vient. La Californie est un bon exemple. L'exigence de plan de gestion de déplacement. Lorsqu'une entreprise s'implante, elle devrait systématiquement faire un plan de gestion de déplacement à partir de 50 employés. Là, c'est 100 employés que le ministère exige, et on pourrait imaginer plein de manières d'inciter à cette planification qui permet notamment de donner des types de transport moins chers, un accès au vélo, à l'autopartage et d'autres solutions. Autoriser le covoiturage commercial, ben là c'est mal parti. On espère qu'on va quand même inciter au covoiturage, que ce soit par un Lyft ou d'autres moyens. Planifier et accueillir l'électrification et l'autonomisation, ça veut dire ne pas attendre, puis déployer nos moyens tout de suite. Et enfin, améliorer la marchabilité des quartiers. La marche est un mode de transport, il doit le devenir, il doit être considéré comme tel, il ne l'est pas assez souvent. Alors merci. L'humain, l'usager, le mobiliste, on ne doit plus être strictement des usagers automobilistes, on est tout ça à la fois, et lorsqu'on remettra l'humain et le piéton et le cycliste comme étant un seul et même humain, je pense que c'est comme ça qu'on arrivera justement à mieux préserver la planète. Merci. Fort intéressant. Je n'ai pas encore compris c'est quoi le parking Cachard, mais je vais attendre la période de questions. Maintenant, j'aimerais présenter le docteur Robert Legros. Robert Legros a reçu son diplôme de génie chimique de la Polytechnique de Montréal et son PhD de l'Université de Surrey en Angleterre. Il a également œuvré comme associé de recherche à UBC à Vancouver. Professeur Legros est professeur titulaire à la Polytechnique de Montréal depuis 1990. Depuis la fin 2015, il est le titulaire de la chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles. L'acronyme, c'est CRDMR, avec le professeur Régent Sanson comme co-titulaire.
professeur Legault possède une longue expertise dans le développement de procédés industriels. Il est reconnu comme chef de file en recherche dans les domaines reliés aux stratégies de traitement des matières résiduelles et de conversion de la biomasse. Les travaux de recherche réalisés dans le cadre de la CRVMR, pilotés par les professeurs Legault et Sanson, visent à permettre aux différents intervenants du milieu municipal de prendre des décisions éclairées quant à la gestion des matières résiduelles. La parole est à vous, professeur Legault. Merci beaucoup. Je veux remercier les organisateurs de Credo, Benoît en particulier, pour l'invitation à participer à cette 6e conférence. Ce que je comprends, c'est la dernière de la série, donc très belle annonce en passant. Bravo pour la région, je pense que c'est une excellente nouvelle. La présentation, je ne sais pas si c'est donc, c'est intitulé « Lutter contre les changements climatiques, une poubelle à la fois ». C'est certain que le thème de cette 6e conférence porte sur l'infrastructure, donc je vais essayer de quand même faire des liens entre la gestion des matières résiduelles et les infrastructures que ça va nécessiter éventuellement, si on pense aux usines de traitement en particulier ou autres. Donc, cette présentation-là a été préparée par moi-même et par Laurence Protel, qui est l'associé de recherche au sein de la chaire, qui est directeur des opérations. Donc, je suis là. Donc, le temps de présentation, ce que je vais essayer de faire, c'est de parler de... C'est le centre. C'est un pointeur rouge. Je suis daltonien, je ne sais pas. Donc, gestion des matières résiduelles. Et je vais parler aussi du lien qu'il y a entre justement cette gestion des matières résiduelles et les gaz à effet de serre. Parler un petit peu des défis et surtout des opportunités reliées à l'implantation de certaines infrastructures. Donner quelques exemples de ce qui se fait un peu partout. Donc, gestion des matières résiduelles. On travaille beaucoup au sein de la chaire à quantifier exactement quels sont les gisements, quels sont les flux de ces matières résiduelles-là à la grandeur de certaines villes. On a débuté avec la ville de Montréal, qui est le premier partenaire de la chaire, et on va élargir non seulement cette modélisation à d'autres régions pour vraiment bien quantifier les principales composantes des matières résiduelles. Je vais parler un peu d'économie circulaire et la hiérarchie des 3 RVE, qui est le principe de base, finalement, derrière les options que l'on devrait, l'ordre des options qu'on devrait utiliser pour sélectionner les traitements, et un petit portrait aussi de ce qui se passe à Gatineau. Ces données que je montre présentement ont été obtenues par RECYC Québec, ont été publiées par RECYC Québec il y a quelques années. Ce que je voulais surtout pointer, c'est qu'un citoyen moyen au Québec génère environ 400 kg de matières résiduelles par année. Donc, de ce 400 kg, on peut voir de quelle façon c'est divisé parmi des matières recyclables, la matière organique, les CRD et d'autres composantes qui sont donc les textiles, les encombrants, les RD, etc. Donc, ce fameux 400 kg par année, donc vous êtes conscient que de plus en plus, on commence à installer ce qu'on appelle la collecte 3 voies pour justement permettre la collecte des matières recyclables, donc le fameux bac bleu, les matières organiques, bac brun, où il peut être de différentes couleurs, dépendamment de la région où on se trouve, et le reste qui sont considérés donc les ordures ménagères, donc le sac noir. Donc là, j'attire vraiment votre attention sur les ordures ménagères, parce que c'est là qu'il y a le plus grand potentiel d'innovation pour aller récupérer justement les matières qui ne devraient pas se retrouver essentiellement dans les ordures ménagères. Donc, le citoyen a un grand rôle à jouer de ce côté-là, il a besoin d'être informé, d'être éduqué. Si on regarde les pourcentages, il y a quand même 20% des ordures ménagères qui sont des matières recyclables. Donc, ils devraient se retrouver dans le bac bleu. Et quand ils se retrouvent avec d'autres types de déchets, d'autres types d'ordures, d'autres types de matières résiduelles, bien, ça complique effectivement
les méthodes qui vont être utilisées pour aller chercher ces derniers pourcentages. Je vais montrer des données vous allez voir que c'est quand même la récupération de matières recyclables au Québec commence à stagner, principalement à cause de ce 20% qui se ramasse avec les ordures ménagères. Il y a aussi plus de 50% de ce que font les ordures ménagères qui sont de la matière organique. La matière organique, il y a beaucoup de potentiel de valorisation de cette matière-là, que ce soit une valorisation de type matière où on conserve, donc la matière organique, on la stabilise par compostage et on peut l'utiliser dans des applications pour l'agriculture, pour l'agriculture, etc. Donc, beaucoup de potentiel dans ce sac d'ordures ménagères. Donc ici, c'est un peu la même information, on peut peut-être passer par celle-ci. Économie circulaire. Pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus d'économie circulaire? On se rend compte que le modèle linéaire, en fait, ne peut pas tenir la route. Ne réussira pas à supporter le rythme de vie que l'on a et qui se développe de plus en plus. Donc, le modèle linéaire, ce que ça voudrait dire, c'est l'exploitation et l'extraction de matières premières vierges, donc complètement à gauche. Transformation de cette matière-là en bien de consommation, utilisation par les consommateurs pendant une certaine durée de vie. Par la suite, c'est transformé en matière résiduelle, c'est collecté et c'est envoyé au site d'enfouissement. Donc ça, c'est le modèle purement linéaire. L'économie circulaire, ce qu'on essaie de faire, c'est de fermer le plus de boucles possible, de façon à ne plus aller chercher justement la matière première vierge, mais plutôt d'utiliser dans notre cas, les matières résiduelles et d'en faire une ressource. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire au niveau de la chair en particulier, essayer de fermer le plus de boucles possible. Donc, les boucles, j'ai mentionné, on s'éloigne du modèle linéaire et on essaie donc de retourner au maximum les matières. Il y a quand même des boucles qui sont relativement bien installées en ce moment, qui sont les matières recyclables, mentionné. Les matières organiques qui commencent à s'installer, donc matières organiques, centres de compostage, éventuellement des centres de biométhanisation pour aller valoriser de façon énergétique cette matière organique-là. Mais il y a d'autres possibilités, et là, c'est plus à droite, quand on parle des ordures ménagères, il va falloir aller chercher les matières qui sont présentes dans ces ordures-là, de façon innovatrice, pour pouvoir les retourner aux bons endroits et valoriser au maximum ces flux-là. Donc, la hiérarchie des 3 RVE, c'est un peu le principe de base. Derrière ça, le premier principe directeur, si on veut, c'est qu'on assume que si on a besoin de moins de conversion possible sur une matière donnée, plus c'est durable. Donc, c'est certain que si on regarde tout en haut de cette hiérarchie-là, réduire la quantité de matière résiduelle qu'on génère, c'est le meilleur mode de traitement, puisque si on ne génère pas la matière, on ne peut pas la traiter. La réutilisation, c'est quelque chose que le citoyen peut faire lui-même. Donc, changer la fonction d'un produit une fois que sa durée de vie prévue est terminée. Donc, on change la fonction pour réutiliser ce produit-là sans ou à peu près peu de conversion nécessaire. Le recyclage demande quand même une certaine transformation. Souvent, c'est une transformation physique. On peut voir sur le plastique, on va faire fondre le plastique, recréer les granules, faire de nouveaux produits, etc. Plus bas, on commence à parler de valorisation. Valorisation, il faut faire des transformations, souvent des transformations chimiques. Donc, souvent, des nouvelles molécules sont produites, que ce soit une valorisation chimique ou énergétique. Il y a quand même des transformations majeures qui sont présentes. Et ça nécessite naturellement des infrastructures de traitement. L'élimination, on n'a qu'à penser au site d'enfouissement. C'est vraiment ce qui s'en vient, et la tendance va dans cette direction-là. Ce qui va être permis d'éliminer éventuellement dans les sites d'enfouissement, c'est seulement le résidu ultime, qui naturellement ne va pas contribuer à la génération de gaz à effet de serre. En ce moment, si on regarde la quantité de gaz à effet de serre qui est générée par le secteur des matières résiduelles, on parle quand même de 3%. L'Environnement Canada a mentionné que
c'est de l'ordre de 3% de la quantité totale de gaz à effet de serre qui sont générés, qui sont associés au secteur seul de la gestion des matières résiduelles. Et principalement, ces gaz à effet de serre-là sont associés à la génération de méthane, comme vous savez, dans les sites d'enfouissement, de la matière organique qui est présente. C'est pourquoi, dans le futur, on va sûrement interdire l'enfouissement de cette matière organique. Ça, c'est des données qui viennent de la ville de Gatineau, qui montrent effectivement comment le taux de récupération pour la collecte sélective des matières recyclables a évolué au cours des années. Et on remarque effectivement un plafonnement. Et ça, j'aurais pu montrer les données de la ville de Montréal. Ça ressemble aux mêmes valeurs. On obtient autour de près 2 tiers, donc 66% de taux de récupération par rapport à, ça c'est la quantité qui se ramasse dans le bac 2 par rapport à la quantité totale qui serait recyclable. Donc ça fait allusion seulement à la quantité qui contient la ordure ménagère, le fameux 20% qui est là. Donc pour aller chercher et augmenter le taux de récupération, il va falloir penser à des systèmes de traitement particuliers. Donc ici, ça montre la façon que la production de matières résiduelles a évolué par citoyen. Donc il y a quand même une légère baisse qui est quand même relativement petite, mais les quantités récupérées ont augmenté versus les quantités éliminées. Donc ça va quand même dans la bonne direction, mais on voit quand même un plafonnement, encore une fois, par ces données-là. Okay. Comment est-ce qu'on sort de ça? On donnait la quantité donc récupérée. Ce qui n'est pas récupéré s'en va à l'enfouissement. L'enfouissement, non seulement requiert des sites d'enfouissement où il peut y avoir des gaz à effet de serre qui sont générés, mais demande aussi du transport. Donc le transport contribue aussi, le transport contribue naturellement à la quantité de GS émis. Donc, les sources d'émissions et quelques exemples de tendances internationales. Ça va tourner. Ça nous permet de prendre une petite pause. On ne sait pas beaucoup de temps là-dessus, mais c'est une diapo quand même intéressante pour montrer où sont les générations de GES en fonction des différentes activités. Et certaines séquestrations qui sont possibles. Certains endroits. Ici, c'est la quantité, bon, c'est des données pour l'Union européenne, 28 pays au total, qui montrent la quantité de millions de tonnes d'équivalent CO2 en fonction des années associées à la gestion de matières résiduelles. Okay? Donc, c'est directement relié au fait qu'il y a de moins en moins d'enfouissement dans ces pays-là, de moins en moins de GS sont générés de ce côté. Donc, si on met ces données pour les 6, 7, dans les 8 dernières années, on voit une baisse de l'émission de GS à peu près 22% en Europe. Et si on regarde de quelle façon ça a été réalisé, on voit qu'effectivement que l'enfouissement, il y a une diminution de 40% par rapport à l'année 2007, donc en 2014. Et on voit une légère hausse des autres méthodes de valorisation, type compostage, digestion, donc en rouge, qui augmente lentement. Parce que ça nécessite quand même des traitements, des infrastructures pour faire ce genre de traitement. Donc ici, il y a beaucoup d'informations. Je vais quand même montrer où se situe le Canada. Donc en orange, c'est la proportion, toujours sur une base de 100% de traitement de matières résiduelles associées à un certain pays. Quelle est la proportion de ces matières résiduelles-là qui sont envoyées à l'enfouissement en orange, qui sont recyclées en bleu et qui sont transformées dans la valorisation énergétique en rouge. Donc on voit que, je vous ai donné j'ai montré les données pour l'Union européenne, donc la flèche à gauche. Donc on voit que le taux de récupération est quand même beaucoup plus élevé que la moyenne au Canada, et que la transformation ou la valorisation énergétique a commencé à prendre un peu d'ampleur et que, naturellement, l'enfouissement diminue. Les pays les plus extrêmes, si on veut, si on regarde le Japon, là, qui est plus à gauche, eux, ils font absolument aucun enfouissement. Ils ne font pas des terrains ou des endroits pour faire ça. Donc, c'est uniquement de la récupération.
et surtout la valorisation énergétique. Donc, ils utilisent les matières résiduelles pour produire de l'énergie. Mais la tendance est vraiment, et c'est remarquable, c'est dans des pays comme l'Autriche, l'Allemagne, donc Hollande, Belgique, les taux de récupération sont très élevés et on remarque que dans ces pays-là, le taux d'enfouissement est à peu près inexistant. Okay? Donc, c'est vraiment la tendance. Ça, naturellement, génère certains défis, certaines opportunités aussi. Un petit exemple de ce qui se produirait si on avait des méthodes de récupération de certains produits, comme par exemple ici, on a fait le calcul pour réfrigérateur. Donc, juste le fait de récupérer un réfrigérateur, de le démanteler correctement, de collecter le fréon ou le fluide réfrigérant qui est à l'intérieur au lieu de le laisser partir dans l'atmosphère par la façon actuelle de faire les choses. Donc, on récupérait par appareil 3,7 tonnes d'équivalence de CO2 ou l'équivalent d'une voiture qui parcourait 17 500 km. En gérant donc, convenablement la fin de vie, donc on peut éviter 2 tonnes d'équivalent de CO2 par appareil. Et le gisement estimé au Québec, on parle de 250 000 appareils en fin de vie. Donc on voit quand même des quantités importantes de gaz à effet de serre qui pourraient être évitées juste en ayant des modes de récupération un peu différents. D'autres types de récupération, de valorisation et aussi d'élimination de transport de matières résiduelles. C'est ce qui fait au niveau de la déconstruction de certaines choses, donc qui sont des déconstructions de viaducs ou d'autoroutes. Et sur le site même, on va faire le compassage, on va retourner des produits, le béton, les pierres, etc., sont compassés qu'on va réutiliser immédiatement dans le site de construction. Okay? Donc ça, c'est des exemples de réutilisation, donc ne demande pas beaucoup de conversion et qui coûte quand même beaucoup de gaz à effet de serre qui sera généré par le transport de ces matières-là vers des sites d'enfouissement. Des exemples extrêmes, Vancouver, ils utilisent par exemple un site d'enfouissement qui se trouve à 340 km à l'est de Vancouver. Donc, on peut imaginer la quantité de gaz à effet de serre générée simplement par le transport de ces matières. Donc, ici, c'est un exemple de symbiose industrielle où justement on profite du fait que il y a des infrastructures, par exemple, qui pourraient faire de la valorisation énergétique, produire de la chaleur, utiliser cette chaleur-là dans d'autres entreprises, etc., ou même pour des fermes de poissons. Donc, ce genre de symbiose s'installe de plus en plus. On a plusieurs exemples en Europe, en Scandinavie. Ça, c'était au Danemark. La ville de Vienne, en Autriche, est aussi un excellent exemple de ce côté-là. Donc, il y a des incinérateurs et des réseaux de distribution de chaleur au travers de la ville. Donc, l'énergie provient directement des matières résiduelles dont on a fait une valorisation énergétique. Et si vous vous souvenez, quand même, en Autriche, il y avait un taux de récupération et de recyclage quand même très important de la matière résiduelle. Donc, même si on voit l'apparition d'incinérateurs ou d'usines de valorisation énergétique, il y a quand même des taux de récupération de la matière résiduelle qui sont très élevés. Mais ils sont bien conscients que, éventuellement, ce qui reste des ordures ménagères, il faut aller soutirer l'énergie. Si on veut faire une valorisation et fermer la boucle complète. On ne va pas s'en sortir. Quelques exemples aussi d'implantation de certaines usines, certaines infrastructures de traitement à l'intérieur même des villes. Donc, le réseau de climatisation, de chauffage urbain à Montréal est un bon exemple. La Cité verte à Québec aussi. J'ai une autre conférence sur la Cité verte, où on invite les citoyens à vraiment bien séparer les différents flux de matières résiduelles qu'ils ont générés avec des bornes. C'est collecté et c'est traité. La photo qui est à gauche est vraiment intéressante. C'est un incinérateur qui est situé directement dans le Coconut. Effectivement. Ils ont regardé, ils ont récupéré, donc ils ont aménagé l'incinérateur de façon à créer une piste de ski. Donc, un refroidissement
de cette piste de ski-là, et les gens peuvent aller skier à l'intérieur même de la ville. Et l'énergie de réfrigération est produite par l'incinérateur qui génère l'électricité. Okay, donc ça, c'est implanté à l'intérieur même de la ville. C'est des idées qui pourraient germer dans certains d'entre vous pour instaurer ce genre d'infrastructure. La ville de Varennes, donc, utilise beaucoup des matériaux recyclés pour faire des dalles, par exemple, des dalles écologiques, des bancs. Donc, en conclusion, ce que je voulais vraiment en faire, c'est faire des liens entre les décisions de système de traitement pour les matières résiduelles et les impacts que ça a sur les gaz à effet de serre. Donc, il y a beaucoup de potentiel de réduction de ces gaz à effet de serre, simplement en choisissant la bonne façon de traiter les matières. C'est spécifique naturellement aux différentes régions. C'est une solution qui pourrait être instaurée pour une ville très dense comme Montréal, mais naturellement pas la même pour une région plus rurale du Québec. Donc, on a besoin de connaissances, on a besoin d'une alliance québécoise aussi pour se parler, pour prendre les bonnes décisions et surtout partager les bons qui sont observés. Donc, voilà le message que je voulais vous transmettre. Depuis que je suis au Credo, j'apprends de plus en plus sur la gestion des matières résiduelles. On a plusieurs projets en économie circulaire d'ailleurs. Est-ce que c'est sur notre site web, Nicolas? Un projet en économie circulaire, est-ce qu'on a des exemples sur notre site web ou non? Oui, ok, on a des exemples. J'invite à consulter notre nouveau site web d'ailleurs. Donc, j'aimerais maintenant présenter notre troisième panéliste, le Dr Guy Féliot. Dr Féliot est ingénieur civil avec un doctorat de l'Université de Texas A&M. Il œuvre depuis plus de 30 ans dans le domaine des infrastructures en tant que professeur, chercheur, consultant et conseiller politique. À Harvey Anderson, depuis août 2015, il fournit de l'expertise et du soutien dans les domaines de la gestion des actifs et de la vulnérabilité et l'adaptation des infrastructures et bâtiments au changement climatique. À Ingénieurs Canada, plus récemment, il travaillait dans le domaine des impacts et de l'adaptation des infrastructures au changement climatique, ce qui inclut l'application du protocole CIIVP pour l'évaluation de la vulnérabilité d'infrastructures et de bâtiments. Pendant sa carrière, il a été responsable du groupe de recherche en infrastructures urbaines du Conseil national de recherche du Canada, du lancement de l'infraguide et du développement de programmes fédéraux de financement des infrastructures. En plus de servir de conseiller auprès d'organismes publics pour l'élaboration de politiques et de stratégies en infrastructure, il est très actif au sein d'associations professionnelles et en transfert des connaissances par le biais de l'enseignement universitaire et la formation professionnelle. Le Dr Féliot était le coordonnateur du premier projet de bulletin de rendement des infrastructures canadiennes publié en septembre 2012 et entre 2010 et 2014, il était aussi conseiller municipal dans la ville de Clarence Rockland. Veuillez accueillir le Dr Féliot. Merci beaucoup et grand honneur d'être ici, d'avoir été invité par le Credo pour parler d'infrastructure. Vous allez voir que peut-être l'angle que je prends, l'approche que je prends du problème est un petit peu différente. La raison, parce que quand j'ai été invité, la première chose que j'ai fait, c'est de dire, bon, qu'est-ce qui se passe à Gatineau au point de vue des changements climatiques? C'est parce que je dois parler d'infrastructure et je ne connais pas le portrait. Donc, je suis allé voir les collaborateurs avec qui j'ai travaillé dans le passé. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Quelles sont les projections futures à Gatineau? Et en fait, ces collaborateurs-là, je les remercie beaucoup parce qu'ils ont fait tourner leur modèle de projection climatique rien que pour cette présentation. Donc, ce que je vous présente, du point de vue du climat, c'est unique. Ça n'a jamais été présenté, c'est la première fois que c'est présenté. Donc, ça va être vraiment la base de ma présentation pour dire, voilà ce qui va se passer, comment est-ce que ça va affecter les infrastructures municipales. Et mon approche est de regarder, on va gérer les risques. Parce que c'est en fait, ce que la municipalité doit faire, c'est de fournir un service, c'est de gérer les risques. Donc,
Commencer, puis l'organisation qui m'a aidé, c'est une compagnie qui travaille à Ottawa, Toronto, Risk Sciences International. Alors, je vais commencer par les projections climatologiques dans la région d'Ottawa-Gatineau. Donc, voilà la première carte. Le point rouge, c'est vraiment Ottawa-Gatineau. Et on regarde le climat passé. Je vais passer rapidement là-dessus parce que on regarde les climatologues regardent les périodes de 30 ans. Hein, donc, c'est 61-90, ça continue comme ça. Si on voit, vraiment, en fait, si on regarde, bon, on est dans le vert, donc, ça veut dire les températures annuelles moyennes, on se retrouve dans les 6 à 7 degrés Celsius, etc. Donc, si on regarde la décennie prochaine, on voit que le vert commence à changer. On voit le climat, disons, présent, donc c'est 80 de 2010. Donc, on voit encore que ce vert, là, qui est la partie verte, monte. On a des températures, et c'est là que maintenant on regarde les projections climatiques avec les modèles de climat. Donc, j'utilise ici le RCP 8.5 qui est le scénario pessimiste, mais les tendances, vous allez voir, sont les mêmes pour certains des autres scénarios. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est le vert commence à devenir jaune, okay, et le bleu monte. Donc, ici, on se retrouve avec disons, les projections pour 2020. Donc, c'est basé sur 40 modèles et c'est encore les températures moyennes. On se rend compte que là, on commence à tomber plus dans, on va augmenter dans le degré. On continue, puis là, on est dans les années 2050, et puis là, on est passé du jaune à l'orange. Le vert, donc on est rendu ici à des températures moyennes de 9 à 10 degrés dans les années. Et après ça, on rentre dans les années 2080. Encore, c'est le scénario pessimiste, mais là, on se retrouve avec quand même des. Je regarde ça, je suis ingénieur, je dis bon, so what? Okay. C'est quoi l'impact sur les infrastructures? Je peux imaginer beaucoup de scénarios. Je peux imaginer, par exemple, que la formulation pour l'asphalte, le bitume, est faite pour une certaine température, des plages de température. On parle maintenant, on devrait être dans les plages de plus 40 à moins 40 degrés. C'est un petit peu la formulation. Ça veut dire que dans 30 à 40 ans ou 50 ans, on va changer cette plage de formulation. On va passer, au lieu d'être plus 40, moins 40, on va peut-être être plus 50, moins 30. OK? En termes de degrés. Puis on va changer. On a le temps. OK? On a le temps de le faire parce que on sait que l'asphalte ne va pas durer 50 ans, 100 ans. Je regarde sur les populations. Parce que, en fait, les infrastructures ont une fonction. Fournir un service. En fait, un service aux citoyens. S'il n'y avait pas de service, on n'a pas besoin d'une infrastructure. Okay, c'est ça. Regardez, ça veut dire qu'il va y avoir probablement plus de canicule de la chaleur. Donc, immédiatement, on se dit, moi, quand il fait chaud, je bois plus d'eau. Ça veut dire qu'il va y avoir plus de demandes sur l'usine de traitement pour fournir plus d'eau. Là, je regarde les parcs et on regarde ce qui se passe à Fort McMurray et tout ça. Je dis, il fait plus chaud, ça va être plus sec. Il va y avoir plus de forêt. Moi, je suis ingénieur civil, je travaille avec les conduits du terrain. Moi, un feu, ça ne me dérange pas. C'est pas mon problème. Sauf qu'en 2011, la ville de Calgary a fait une étude de la vulnérabilité de tout leur système d'eau potable, de la source au robinet. Et une des vulnérabilités ou des risques associés à leur système, c'était les feux de forêt. Alors, je faisais partie de l'Ingénieur Canada à cette époque-là. On parle d'eau, on parle d'une usine de traitement, on parle de conduite souterraine. Un feu de forêt ou non, ça ne dérange pas. Sauf que, ils ont dit, regardez, il y a des zones protégées de forêts qui longent la rivière, Elbow et Bow. Donc, s'il y a de la sécheresse, des vagues de chaleur, il va y avoir plus de risques de feux de forêt. S'il y a des feux de forêt, et ce qu'on prévoit, c'est que les précipitations vont être plus intenses, etc., dans le futur. Ça veut dire que tous les produits toxiques qui sont produits par le feu de forêt vont se retrouver dans la rivière. Et l'usine de traitement de Calgary n'est pas conçue pour traiter ce genre de produits toxiques-là. Alors là, ça me chicote, parce qu'en tant qu'ingénieur civil, je suis responsable de la qualité de l'eau qui s'en va chez les gens.
Donc maintenant, je viens de faire le lien, l'interdépendance entre la sécheresse et un feu de forêt et la qualité de l'eau qui va le citoyen. Ça commence à regarder, puis on dit, OK, on a toutes sortes d'interdépendances, d'effets dominos qu'on peut identifier avec ce genre de schéma-là. Voilà, ça c'est un autre genre de graphe, mais ce qui est important ici, c'est les différentes couleurs de ces barres-là, ces différents scénarios, que ce soit le 2.5 ou le 2.6 qui est le plus optimiste par rapport au gaz à effet de serre, ou le 8.5 qui est le plus pessimiste, la tendance est là. Okay? Il y a une incertitude, okay? C'est certain. Mais il faut se rappeler que l'infrastructure que la ville de Gatineau, la ville d'Ottawa et toutes les villes sont en train de construire aujourd'hui, elles vont desservir les citoyens de 2050, 2080, 2100. Parce que l'infrastructure d'eau et d'égout est là pour rester 100, 120, 130 ans. Alors, il faut qu'on fasse les choses bien aujourd'hui pour pouvoir pallier à ça. Ça, j'étais content de le voir. Finalement, on va avoir des hivers beaucoup plus doux, parce que regardez les températures au mois de janvier qui sont revenues. Ça, j'étais moins content parce que ça, c'est les températures d'été, puis les climatologues nous disent qu'il va faire encore plus chaud et plus humide dans Ottawa-Gatineau. Mais ça a un impact sur les bâtiments, par exemple. Pensez à un niveau d'humidité dans l'air beaucoup plus élevé qu'on a pendant l'été. Qu'est-ce que ça veut dire pour le système de climatisation de cet édifice? Il va falloir l'adapter. Il va falloir s'en occuper. Okay? Donc c'est comme ça qu'il faut penser cet enchaînement de... Précipitation. Précipitation, c'est une des grosses causes des problèmes des villes, surtout dans le drainage urbain, si je vais me concentrer sur le drainage urbain. Alors voilà, la même série de diagrammes, là, ça c'est pour les températures annuelles, la moyenne des précipitations annuelles, donc ça c'est le climat passé, 61 et 90, donc encore on parle de à peu près 800-900 mm par année. Regardez ce point ici, là, pas de mon tremblant, tout ça. Regardez la progression de ce point-là dans les diapositives. Ça, c'était ce qui s'est passé entre 1971 et 2000. Donc, encore, ici, on a plus de jaune, mais ce point orange, on continue à grandir. Ça, c'est le climat présent. À peu près la même chose. Voilà les projections 2020. Donc maintenant, on rentre ici dans notre région avec la précipitation plus élevée annuelle. C'est la moyenne annuelle. Et puis 2050, là, on se retrouve avec, on rentre encore plus dans le jaune et l'orange. Et puis voilà ce que ça a les prévisions, les projections 2080. Donc, on vient de dire qu'on va avoir à peu près 200 mm de pluie de pluie par année dans la région. OK. Bon. Si ça tombe divisé par 365 jours, moi, j'ai pas de problème avec ça. Ce qui se passe, c'est que ce qu'on voit, c'est que ces 200 mm-là, ben, ils tombent dans 2 ou 3 jours. Oui. OK. C'est ça le problème. Alors voilà les scénarios encore. Donc, on regarde. Puis les tendances sont assez graduelles. On essaie de trouver les tendances par rapport à ce que vraiment on a beaucoup plus d'événements extrêmes dans la région. Puis on commence à en avoir. C'est pas tellement évident. Là, on regarde d'autres. Ça, c'est la température et la pluie. Mais on sait qu'il y a d'autres événements météorologiques qu'il faut pallier. Alors, les modèles climatiques sont bons par rapport à la certitude qu'ils disent qu'il va y avoir des hivers plus chauds, il va y avoir plus de vagues de chaleur, les zones de croissance vont être plus longues. Je sais qu'en Alberta, encore en Saskatchewan, ils sont très contents de dire qu'on va avoir, au lieu de 2 saisons de croissance, on va en avoir 3 dans le nord de l'Alberta et de la Saskatchewan. Sauf que leur cousin du sud de l'Alberta et de la Saskatchewan, il dit oui, mais nous, on va vivre dans un désert maintenant. Parce qu'il y aura plus d'eau, il y aura de la sécheresse. Alors, il y a un équilibre entre le positif et le négatif. Le problème qu'on a, c'est qu'on a beaucoup moins de confiance dans les télévisions par rapport au verglas, l'augmentation des vents, tout ça. Donc, quand on est en train de faire la conception d'un ouvrage de génie civil, ben, il faut considérer cette incertitude. Parce qu'il faut faire quelque chose par rapport aux conditions extrêmes
Notre directive primaire, c'est de dire qu'il faut qu'on protège la vie et la propriété des citoyens. Alors, oui, là, on a vu les journaux. Ils nous disent qu'en 2011, il y avait pas mal d'innovations. Puis là, il y a pas longtemps aussi, du UK. Ça, c'est les résultats du bulletin de rendement des infrastructures. J'ai été l'auteur du premier en 2012, et puis maintenant, il y a eu la nouvelle version en 2016. Okay? J'ai extrait juste les infrastructures de drainage d'eau pluviale, parce que je veux me concentrer là-dessus. Puis je vais vous donner mon interprétation de ces deux graphiques-là, qui est assez simple. Ça, c'est, en fait, ça vous donne la proportion des infrastructures de drainage dans les villes à travers le Canada. Donc, on parle de 120 municipalités qui couvrent à peu près 20 millions d'habitants. Et on regarde, on dit, ben, regardez tout ça, on a à peu près près de 80% des infrastructures de drainage qui sont en bon ou en très bon état. Excellent. Je regarde ça, je dis, bon, comme un gestionnaire d'actifs, ça veut dire qu'il faut que je fasse de la prévention et de l'entretien dans ces infrastructures. Il faut que j'aille faire mon changement d'huile à tous les 3 mois ou 5000 km. Okay? Je ne vais pas attendre 5 ans avant de faire mon premier changement d'huile. Je vais le faire de façon à prolonger la vie utile de mon véhicule. Je vais faire du nettoyage de mes conduites pour prolonger la vie de mes conduites. C'est ce que je vais faire ici. Je regarde si c'est en très mauvaise ou mauvaise état, où je me dis, ben, c'est 2% ou 5%. Ce 2 et 5%-là, c'est ce qui fait les manchettes. Okay? C'est là où il y a une défaillance, il y a des problèmes avec l'infrastructure. Pour moi, ce 2 et 5%, c'est gérer les risques. Okay? Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va remplacer 7% de toutes nos infrastructures de drainage. On n'a pas l'argent. Okay? Alors, il faut gérer le risque. Il faut dire sur combien de temps est-ce qu'on peut le faire, et comment on va gérer. Donc ça, c'est une façon de le voir. L'autre chose, c'est que je me dis, je vois tout le temps dans les journaux, il y a des refoulements, des inondations, tout ça. Il n'y a pas de sens d'avoir tout ça en excellent et bon état. Si c'était en tellement bon état, je n'en entendrais pas parler. Ce qu'il faut regarder, c'est l'état physique. Et l'état physique de la conduite, c'est une chose. Une fois que la conduite est pleine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne s'écroule pas, elle n'explose pas. Je n'ai jamais vu de conduite d'égout pluviale exploser. Je n'ai jamais vu. Ça refoule. OK? Ça rentre dans le sous-sol de quelqu'un. Et puis ça fait des inondations. Et c'est ça le problème. Alors, on ne parle pas de capacité, on n'a pas vraiment des mesures de capacité de ces. Alors, je n'ai pas. Donc, comme ingénieur, je regarde ça, je dis, bon, c'est un bon portrait d'infrastructure à bien gérer. Ce qui m'inquiète, par exemple, c'est l'autre tableau. Il dit, ça, c'est, en fait, des taux de réinvestissement annuel sur les infrastructures de drainage au Canada. Un taux de 1% par année veut dire qu'on s'attend à ce que l'infrastructure va durer 100 ans. C'est simple. Okay? Je remplace 1% par année, ça dure 100 ans. Puis là, je regarde des actifs linéaires, dans le jargon, ça c'est les conduites souterraines. Okay? C'est ce qu'on a dans le sous-sol et puis on s'en occupe plus. Mais en fait, là, ce qui se passe actuellement au point de vue des réinvestissements, c'est un taux de 0,3%. Fait qu'on s'attend à ce que nos infrastructures souterraines vont durer 333 années. OK? Vous êtes un très bon ingénieur, vous formez des très bons ingénieurs, je suis un très bon ingénieur, mais je n'ai pas encore vu de conduite de drainage souterrain qui ont duré 330 ans. Okay? Hein? Ah oui. Alors là, on commence à dire, il faut qu'on pense à l'avenir et dire, il faut commencer à régler le problème de ce 0,3%. Okay? Pour mieux gérer, pour pas qu'on se retrouve avec ça, tout qui va se déplacer dans le très mauvais, tout en même temps. Parce que si on n'est pas capable de dépenser les 10 milliards rien pour les infrastructures de drainage aujourd'hui, imaginez-vous, est-ce qu'on va pouvoir dépenser 44 milliards? Okay. Donc c'est encore une question de gérer les actifs.
Dans le contexte des changements climatiques, on a encore un plus gros problème. Parce que le portrait que je vous ai donné dans la diapo avant ça ne tenait pas compte des changements climatiques. Mais si vous regardez ce disent qu'il y en a rien que 19% qui tiennent compte des changements climatiques dans leur processus décisionnel. Oh, là j'ai un problème. Et si on regarde les infrastructures cellulaires, il y en a juste 16%. Et ce qu'on a vu dans toutes les études, je vais vous montrer une carte du Canada qui montre beaucoup d'études de vulnérabilité des infrastructures. Il y en a beaucoup qui sont faites par rapport aux infrastructures cellulaires. Et si on regarde la proportion de municipalités qui incluent des stratégies d'adaptation, à peu près 30% des municipalités moyennes et grandes et 10% des petites. Il y a 4000 municipalités au Canada. Okay? Ça fait beaucoup de petites municipalités. Alors, je me concentre sur l'adaptation. Pas que la mitigation ne soit pas importante, mais si on regarde, disons, les projections, on dit que la cible du Canada en 2020, ça va être ici, puis là, en 2040, on devrait être ici. Et c'est parfait. Sauf qu'il faut maintenant commencer à planifier l'adaptation, prendre des mesures d'adaptation pour que quand les mesures de mitigation auront fait leur effet, on aura protégé nos infrastructures. Et on utilise, ça c'est le diagramme simple d'une matrice de risque. Okay, c'est très simple. L'échelle horizontale, c'est la probabilité d'un événement climatique. Et l'échelle verticale, c'est si cet événement a lieu, ben voilà les impacts. Et tout ce qui est en rouge, c'est pas bon, tout ce qui est en blanc, c'est bon. Et ce qu'on regarde du point de vue des infrastructures, c'est vraiment de dire, bon, ben, si on a une inondation ou une pluie qui va causer une inondation catastrophique aujourd'hui, qui va avoir des conséquences catastrophiques, mais il a vraiment une probabilité de récurrence très très faible. Okay? Ce que les scientifiques du climat, les climatologues nous disent, c'est que avec les changements climatiques, cette pluie qui va causer cette inondation catastrophique va être plus fréquente. Okay? Donc, au lieu d'avoir une période de retour de 500 ans, ça va être maintenant 100 ans. Les grosses pluies dans la région de Toronto, qui avaient des périodes de retour de 200 ans, ben, ils en ont eu 8 sur 10 ans. C'est plus une période de retour de 200 ans. Alors, c'est l'impact de ces pluies d'inondation et d'adapter nos infrastructures. Alors, la mitigation va nous aider à réduire la fréquence de ces